Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Je sais que vous attendez cet événement avec beaucoup d'impatience. Je sais que depuis ce matin, vous êtes à l'affût de l'invité du jour, Télé 50, votre chaîne crée encore l'événement. Aujourd'hui, avec cette exclusivité, le Premier ministre sortant, il est là, l'homme qui a été aux côtés d'Étienne Tshisekedi 36 ans durant. Aujourd'hui, il va se livrer à nos micros, il va se livrer à nos questions et il va donner des réponses, témoignages sur celui qu'il a connu, son combat et surtout son leadership dans cette République démocratique du Congo. Ses relations avec le maréchal Mobutu, la mort de Lumumba, tout cela, on va en parler aujourd'hui avec l'homme que je vais demander de me rejoindre sur ce plateau de Télé 50, le Premier ministre sortant, le compagnon d'Étienne Tshisekedi, Bruno Tshibala. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Merci de répondre favorablement à cette invitation. Le monde va vous suivre aujourd'hui en direct. Nous avons annoncé cette émission depuis hier. Beaucoup d'appels, beaucoup de questions, beaucoup d'attentes. Enfin, vous êtes là. Bienvenue. Merci. Et je vous donne ce fauteuil. Vous allez vous installer. Et aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler politique active, l'actualité brûlante, non. Nous allons entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous allons remonter le temps pour essayer de vous donner la possibilité de témoigner sur l'homme que vous avez enterré il y a à peine quelques jours, après 2 ans d'attente, parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Vous étiez à la fois au deuil au stade, mais également jusqu'à ces lieux où il va se reposer Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre de la République démocratique du Congo, sortant dans quelques jours. Vous allez faire remise de reprise. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement de votre parcours aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que ça va? Ça va très bien, monsieur. Alors, je vous demande de regarder juste à côté. Vous allez voir cette photo autour de laquelle nous allons faire cette émission. À l'oreille de Tchitchi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances cette photo a été prise? Cette photo a été prise lorsque je sortais de ma dernière prison, donc de Makala. J'étais arrêté depuis 2 mois à la suite des événements du 15 septembre organisés par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dont j'étais le porte-parole, comme chacun le sait. Je me suis retrouvé sur la liste des gens qui devaient être arrêtés parce que instigateurs et organisateurs de cette marche, de ces manifestations qui ont failli ébranler toute la stabilité du régime, alors que je pensais que le procureur général de la République avait renoncé à des poursuites. J'étais obligé d'aller en Belgique pour répondre au rendez-vous de mon médecin. Et à l'aéroport, j'étais arrêté et conduit d'abord au niveau de certains centres de détention et ensuite à Makala, j'ai passé 2 mois. Lorsque j'étais libéré, j'avais l'obligation d'aller rendre compte à mon compagnon, à mon chef, le docteur Étienne Tshisekedi. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'échanger certaines informations importantes. Qu'est-ce que vous lui disiez et qu'est-ce que lui vous disait? Sans entrer dans le secret de Dieu. Je ne peux pas révéler la teneur des entretiens parce que c'est extrêmement important. Ça préludait un peu à tout ce qui est arrivé, le dialogue de la CNCO et l'accord qui en est sorti. C'était autour de ça. Et donc je n'avais pas eu de repli. Aussitôt sorti de la prison,
J'étais allé voir le chef, nous avions parlé, parce que déjà en prison, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de contacts. Alors, il fallait préparer ce dialogue de la CENCO. Merci beaucoup Bruno Tshibala. Je vais laisser maintenant ceux qui nous suivent à travers le monde vous découvrir un tout petit peu. On a réalisé un portrait de vous et juste après, nous allons voir dans quelles circonstances vous avez fait la rencontre d'Etienne Tshisekedi. C'était où, quand, et vous allez vous livrer. Voici donc Bruno Tshibala, Premier ministre sortant actuellement en exercice en RDC et ce qu'il a été. Jeune et hostile au régime dictatorial de Mobutu, Bruno Tshibala distribue des tracts contre le maréchal déjà en 1980, mettant en danger sa carrière académique. Pionnier de l'UDPS, il est là depuis la genèse d'un des projets les plus audacieux et révolutionnaires de l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce natif de Chilenge dans le Kassai oriental est présent lors de la rédaction de la célèbre lettre des 13 parlementaires qui défient ouvertement Mobutu. Bruno Tshibala partage alors la quasi-totalité de sa carrière politique avec son compagnon Étienne Tshisekedi qu'il conseille et il reste fidèle jusque dans les dernières minutes de sa vie. Quand ce dernier perd la vie subitement en 2017, l'UDPS chancelle, sa gestion crée énormément des polémiques. Bruno Tshibala décide alors courageusement de reprendre le flambeau du Sphinx au sein de ce parti dont il maîtrise tous les méandres. Il est parmi les premiers politiciens de l'opposition à avoir accepté de faire des concessions avec le pouvoir en place dans l'intérêt supérieur de la nation. Sa mission, l'organisation des élections en un temps record après l'incapacité constatée au terme du second mandat de Joseph Kabila. Tâche réussie avec manière, le Premier ministre Bruno Tshibala organise sur front propre les élections ayant abouti à la toute première alternance pacifique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Sa fidélité à Étienne Tshisekedi et sa constance ont grandement joué en faveur de sa nomination. Pour ne pas trahir sa mémoire, Bruno Tshibala est resté également fidèle à sa vision, celle de faire du social du peuple congolais une priorité permanente. Au milieu de plusieurs polémiques, le chef du gouvernement Bruno Tshibala pose les jalons d'un Congo dont il a toujours rêvé. Ce pays émergent et respecté au cœur de l'Afrique. Le gouvernement Tshibala a pu doter le pays d'un budget de 526 millions de dollars, alors que le temps ne fut nullement son allié dans un contexte extrêmement particulier. Parti la tête haute, Bruno Tshibala n'aura qu'un seul regret, n'avoir pas mené le combat de l'émergence jusqu'au bout. Bruno Tshibala avec ce portrait, je ne vais pas beaucoup y revenir parce que ceux qui sont en train de nous suivre vont développer chacun suivant son chapitre. Mais moi, je reviens sur ce qui m'intéresse, votre rencontre avec Étienne Tshisekedi. Ça remonte à quand et c'était où? Le 1er février 2017, un coup de tonnerre d'une puissance indescriptible s'est abattu sur la RD Congo, l'Afrique et le monde, avec la mort d'Étienne Tshisekedi. Pour nous, qui le prenions pour un homme exceptionnel, qui semblait croire qu'il n'était pas fait de chair et d'os, c'était difficile à accepter. Pour nous, de par
son courage, sa ténacité, son opiniâtreté, Tshisekedi n'était pas mortel. Et pourtant, il était mortel. Je vous remercie, Jean-Marie Kassamba, de me donner l'occasion de parler de cet homme avec lequel j'ai partagé le sentier de la lutte, la tranchée dans le combat révolutionnaire pendant plus de 36 ans, au point de devenir, à la fin de sa vie, presque son seul confident. Vous me demandez à quel moment j'ai fait la connaissance du Dr Étienne Tshisekedi. Dans les années 1977, 78, 79, alors que je n'avais pas encore terminé mes études de droit, j'ai milité au sein d'un front lumumbiste. Front lumumbiste. Front lumumbiste dans la clandestinité. C'était le FNL, Front National Lumumbiste. Notre rôle consistait à distribuer le trac pour appeler le peuple à se révolter contre le régime de Mobutu et aussi à distribuer la revue Ouru, qui était l'organe de tous les lumumbistes. En 1980, je fais la connaissance d'un richissime homme d'affaires, Luba. Il s'agit en l'occurrence de M. Grégoire Kabeya, qui avait accepté de nous financer dans la lutte contre le régime Mobutu. C'est ainsi qu'en avril 1980, nous avons réussi à imprimer un tract tiré à 30 000 exemplaires et distribué dans toute la ville. Au cours du Conseil des ministres de ce mois-là, le Premier ministre Nguza Kalibond en avait parlé. Et le 30 juin, parce que c'est le jour qui était choisi pour distribuer ce tract, nous avions fait un bruit dans toute la ville. Le président Mobutu était obligé de mentir à l'opinion pour dire que ce tract était rédigé à l'université de Louvain. En Belgique. En Belgique. Envoyé ici. Oui, envoyé ici. Alors c'était vous qui avez rédigé ce tract. Ce tract avait comme rédacteur en chef votre serviteur. Qu'est-ce que nous disions dans ce tract? C'était un appel au peuple congolais, aux membres du bureau politique élus. Vous savez qu'au lors des élections de 1977, les membres du bureau politique ont été élus. Et les commissaires du peuple, ou députés nationaux, et au rang desquels Ngalula, Tshisekedi, Makanda, Kanana, Kapita, Belchika et les autres. Je ne parle pas de messages qui étaient adressés au peuple, ni aux membres du bureau politique, mais aux députés. On leur disait qu'il est-ce qu'il est possible que notre peuple, qui a produit des grands nationalistes, aussi braves que téméraires, soit incapable, 20 ans après, de produire des hommes capables de défier ces fanfarons de général sanguinaire dont les faiblesses ne sont plus à démontrer, pour peu que l'on considère que Giscard et les autres ne peuvent rien face à la résistance populaire. Nous vous demandons, lors de la rentrée parlementaire du mois d'octobre, d'exiger la démission de Mobutu. En 1980. Nous sommes en 1980. Et au cas où il y aurait la résistance, nous préférerions résister comme les Afghans aujourd'hui. Et à la suite de ce tract, comme Tshisekedi, Ngalula et les autres étaient en vacances parlementaires, nous avons attendu au mois de septembre. Quand ils reviennent, Ngalula, Tshisekedi, Makanda, on s'est rendu chez eux. Et d'abord chez Ngalula, ensuite chez le président Tshisekedi qui habitait sur le boulevard.
Et on leur a remis des exemplaires de Sotrac. Et ça avait été la fiesta, cette rencontre de révolutionnaires à travers ses écrits. C'est-à-dire que cette prise de conscience est partie des jeunes dont vous faisiez partie. Mais bien sûr, depuis mon jeune âge, je suis politique jusqu'au bout des ongles, et donc j'étais déjà politique. En 4e secondaire, moi, j'étais surnommé grand homme politique. Et donc, je me suis engagé très jeune. À 17 ans, 18 ans, j'étais déjà dans les groupuscules en train de lutter clandestinement contre le régime. Quelle a été la réponse qui a été réservée à votre tract? Non, il était très bien accueilli et nous avons pris l'engagement ensemble d'intensifier la lutte contre le régime Mobutu parce qu'il faut les souligner, déjà au moment où nous étions encore aux études, eux avaient commencé la fronde parlementaire, oui, au Parlement. Dans les institutions. Dans les institutions, c'était des interpellations, c'était des critiques acerbes. Vous vous rappelez que le député Yelemenga de Guémena avait interpellé le Premier ministre Honoré Mpinga à l'époque. Et ensuite, Makanda avait interpellé le professeur Kawata Waloum. Et Étienne Tshisekedi avait interpellé Emoni Mondanga, qui était gouverneur de la Banque centrale. Et c'est avec cette interpellation que Mobutu était obligé de mettre fin à l'expérience démocratique avec les interpellations en disant, vous vous rappelez le discours du 20 janvier, c'est le jour de ma naissance, et je me rappelle bien, que je ne peux pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Et il décidait de mettre fin à tout. Et donc, pour revenir à la question de rencontre. Oui. Et donc, au mois de décembre, le député Ngalola avait entrepris de rédiger la lettre ouverte. La fameuse lettre des 13 parlementaires. Oui. Elle a été commencée par Ngalola. Et ensuite, c'est Étienne Tshisekedi et Makanda. Et ensuite, Grégoire Dukonda, professeur Dukonda, qui avait donné de la consistance scientifique à cette lettre de 52 pages. Et au moment où tout le monde s'apprêtait à la signer, vous vous rappelez la suite, c'était des arrestations, les signataires, parce qu'on continuait à signer, un député avait signalé au service qu'il y avait un document séduché qui était en préparation, et on a arrêté tout le monde. D'abord, Ngalola a amené à la cité de l'OEA, ensuite Tshisekedi et Makanda et les autres députés se sont présentés, se sont constitués prisonniers. Et donc, ma rencontre avec Étienne Tshisekedi, Ngalola et les autres se situe à cette époque-là, les années 80. Et ensemble, nous avons juré de mener une lutte sans merci contre Mobutu, et vous en connaissez la suite. Alors, rencontrer Étienne Tshisekedi avec les autres, est-ce que votre idéal était la fin de la dictature ou était de vous faire remarquer au sein de cette classe politique nationale du Parti unique? Il faut se le rappeler. À l'époque, ce qu'on disait droit des tendances, vous aurez voulu que Mobutu un peu vous remarque, vous nomme, que vous ayez aussi droit aux prébendes, aux avantages, etc. Nous avions fait une analyse judicieuse de la situation en nous disant que le Congolais avait cessé d'être un homme parce que nous étions chosifiés. Alors qu'à notre accession à l'indépendance, nous étions une démocratie, alors qu'après son coup d'État, grâce à la persévérance d'Étienne Tshisekedi, le régime Mobutu qui était issu d'un coup d'État militaire était revenu à la vie constitutionnelle normale avec la Constitution de 67, dont Tshisekedi était le principal rédacteur. Vous vous rappelez l'article 4 de cette Constitution qui stipulait qu'en République démocratique du Congo, il ne peut y avoir que deux partis. Donc le pluralisme était déjà acté en 1967. C'est l'article 4 de la Constitution
du 24 juin 1967, dont le rédacteur était Tshisekedi, qui stipulait qu'il fallait 2 partis, donc le bipartisme au Congo et non la dictature. Mobutu a profité du congrès du MPR 72. en 70. 70. En 70, en scellé, pour faire décider l'institutionnalisation du MPR qui devient la nation. C'était une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution que nous n'avions pas acceptée. Donc cet article qui reconnaissait 2 partis a été buffé et on a préféré institutionnaliser le MPR comme parti État. Et vous vous rappelez l'article 30 de la Constitution après ce congrès qui disait que le MPR était la nation zéroise organisée politiquement. Et l'article 33 qui disposait que tout Congolais, à partir du fœtus, est membre du MPR. Sans son consentement. Il est encore un fœtus. Il est déjà membre du MPR. Et donc il fallait riposter contre cette situation. Et voilà pourquoi il était impérieux de déclencher une lutte pour instaurer la démocratie, éradiquer la dictature. Donc il n'a jamais été question de se faire remarquer par Mobutu, un homme comme Tshisekedi. Vous connaissez son parcours. Il n'avait pas intérêt à se faire remarquer par Mobutu. Mais il a décidé de renoncer à tous les privilèges pour épouser la cause du peuple, mener à la lutte contre le régime en vue d'instaurer la démocratie pluraliste. Mais justement, cette collaboration avec Mobutu d'Étienne Tshisekedi, elle était caractérisée par quoi? Parce qu'on en parle suffisamment, et il était l'homme orchestre, il était lui l'Institut Makanda Kabobi, le bureau politique, etc. Mais vous connaissez Tshisekedi de près. Comment lui-même parlait de cette collaboration avec Mobutu? Non, il faudrait que j'explique pour que tous ceux qui spéculent sur cette collaboration sachent comment cela a commencé. Tshisekedi, après ses brillantes études de droit, il est premier Congolais docteur en droit en 61. Il a été désigné recteur de l'ENDA, École nationale des droits de l'administration, pendant qu'il soutenait sa thèse de docteur en droit devant Monseigneur Luc Gillon. C'est Utante, le secrétaire général des Nations Unies, qui décide de mettre à la disposition du nouvel État des cadres qui n'avaient pas, qui crée cette école. Elle a été créée par les Nations Unies. L'ENDA. L'ENDA a été créée par les Nations Unies. Le président Kassavo n'a fait que prendre l'ordonnance de confirmation. Et Tshisekedi était l'un des premiers dirigeants de l'ENDA. Et donc, Étienne Tshisekedi, encore finaliste en train de préparer son doctorat, est nommé recteur, parce que c'était le seul docteur en droit, les nommé recteur de l'ENDA. Et après l'ENDA, il a dirigé, il sera remplacé par Mapika Kalanda. Il s'est présenté aux élections législatives de 1965, organisées par Moïse Tshombe. Après qu'il est rentré de son exil en Espagne pour conduire le gouvernement de salut public. Il a organisé les élections législatives en juin 1965. Et Tshisekedi était candidat. Tshisekedi est candidat député à Tshilenge. Il est élu massivement, il devient député national. À la suite de la crise créée par le rejet à 2 reprises du Premier ministre Évariste Kimba, étant donné que c'est la CONACO de Tshombe qui avait la majorité au Parlement. Donc il était impensable qu'un minoritaire puisse être élu par une majorité qui n'est pas la sienne. Et c'est comme ça que Tshisekedi est, par ailleurs, il faut le rappeler, directeur du bureau politique de la CONACO. Donc, le président Mobutu, le général Mobutu, prendra prétexte de la petite crise à la suite de rejet de Tshombe de Kimba à 2 reprises pour réaliser son coup d'État le 24 novembre 1965. Où les militaires, le haut commandement avait pris le pouvoir. Et ce haut commandement était dirigé par Mobutu et la plupart des généraux. Et Tshisekedi ne faisait pas partie de ces coups d'État. Le coup d'État est endossé par le haut commandement de l'armée.
sous la direction de Mobutu. Et Mobutu fait quelques signes d'apaisement en décidant de laisser le Parlement en fonction. Parce que, avait-il dit, ce coup d'État est destiné à permettre à la classe politique de s'entendre. Donc c'est un coup provisoire, le temps que la classe politique s'entende, pour éviter une nouvelle crise, parce que nous venons de la rébellion qui avait occupé presque les 3/4 du territoire national, et à laquelle Tchombé a mis fin, avec, vous vous rappelez, les affreux et les autres mercenaires. Après avoir désigné le général Moulamba, Léonard Moulamba, Premier ministre, il lui demande de former un gouvernement essentiellement avec des civils. C'est ainsi qu'il est demandé à tous les gouverneurs, nous sommes dans les provinces, 22 provinces à l'époque, il est demandé à chaque gouverneur de présenter 2 candidats de sa province. Et le Premier ministre, évidemment, sous l'arbitrage de Mobutu, devrait se choisir un député pour faire partie du gouvernement Moulamba. Pour ce qui est du Kassai oriental dont Tshisekedi est ressortissant, c'est Jonas Mukamba, Kaliatanzemba, qui est gouverneur. Et il présente 2 personnes. Étienne Tshisekedi, docteur en droit, et Constantin Tchala Moana. Évidemment, à l'époque, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce choix ont dit Mukamba a choisi Tshisekedi parce qu'il est universitaire comme lui. Et le général Moulamba a choisi un homme qui était très compétent, qui avait fait un parcours très bien connu. Et à l'époque, on l'avait mis à quel poste, Tshisekedi? C'est ainsi que M. Étienne Tshisekedi devient ministre de l'Intérieur. Et après, 3 ans après, il sera ministre de la Justice. Et quand Mobutu a ordonné au général Bobozo de tirer sur les étudiants de l'Ovanium qui manifestaient le 4 juin, et commence le désaccord entre Mobutu et Tshisekedi. En 69. Nous sommes en 69. Étienne Tshisekedi est ministre d'État au plan. Et plutôt, il est ministre de la Justice. Alors, il dit je ne suis pas venu dans ce gouvernement pour que les militaires se permettent de tuer les étudiants, de tuer les citoyens. Je ne suis pas d'accord sur les droits de l'homme. Sur les droits de l'homme commence le 4 juin 1969, lors de la manifestation des étudiants de l'Ovanium. C'est ainsi que si vous faites très attention sur la suite des événements, Tshisekedi est écarté de tout. Et une année plus tard, nous sommes en 70, il est nommé ambassadeur. Donc on l'éloigne maintenant du Zaïre, du Congo, parce que les Zaïres sont en 12 avec la zaïrisation, parce qu'il était en désaccord déjà avec le maréchal Mobutu. Tout à fait. Non seulement Étienne Tshisekedi, mais aussi Bomboko et Mongoudiaka, qui étaient des animaux politiques connus, qui n'étaient pas des politiciens créés par Mobutu. Donc, Tshisekedi ambassadeur au Maroc, Bomboko à Bruxelles. Bomboko à Bruxelles et Mongoudiaka. D'abord, il est allé, je crois, dans les pays scandinaves et ensuite, il va revenir à Bruxelles. Et c'est comme ça que Mobutu, pour avoir été mis en minorité par le 3 au cours d'une réunion du bureau politique, décide donc de les éloigner pour essayer d'instaurer alors le despotisme où il est le seul à décider sans que personne ose lever le petit doigt pour exprimer un désaccord ou un refus. Donc là, on a bien compris que Tshisekedi avait commencé à se séparer de Mobutu depuis déjà 1969. Mais son combat de Tshisekedi, c'était quoi? C'est basé sur quoi? Le combat de Étienne Tshisekedi, il a défini lui-même. C'est un combat pour permettre à l'homme congolais d'être un homme, donc jouissant de tous les droits individuels opposables à l'État. Et c'est au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le 15 septembre 1987 à Bruxelles, mais aussi au cours des différents meetings, il ne cessait de dire nous ne combattons pas un homme, nous combattons un système
un système qui chosifie l'homme congolais, un système qui détruit la vie, un système qui abaisse la nation. Ce système doit être éradiqué pour être remplacé par un état de droit démocratique. Mais est-ce qu'au quotidien, vous vivez ça avec lui dans ses discours, dans sa vie de tous les jours? Est-ce que c'était un homme qui parlait plus des choses qu'il ne faisait pas lui-même? Étienne Tshisekedi, je dois le dire, c'était un homme qui savait toujours lier l'acte à la parole. Jamais il n'a vécu en désharmonie avec des idées qu'il professait et des idées auxquelles il croyait intimement. Donc c'était un démocrate convaincu, un homme qui estimait que l'état de droit est le socle de tout développement et de tout progrès social. Et donc, tant qu'on ne l'a pas, nous ne pouvons pas nous développer. Nous allons toujours faire les comptes de rendez-vous, de rendez-vous manqués et des occasions perdues. Voilà pourquoi oui. il était totalement engagé dans le combat pour que le Congo redevienne une démocratie. Bruno Tshibala, Patrice Emery Lumumba était Premier ministre. Vous avez dit vous-même qu'il était un ancien lumumbiste. Bien sûr. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur le rôle d'Etienne Tshisekedi dans la mort de Lumumba. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous en savez et ce qui est vraiment réel? Il est regrettable que certains de nos compatriotes fassent comme Diogène dans l'Antiquité, qui prenait une lampe à midi pour chercher un habit au séchoir. Et la mort de Lumumba est tout à fait claire. Est-ce que Tshisekedi y est pour quelque chose? Il était pour Tshisekedi, quelque chose. Je vais y arriver. Oui. Etienne Tshisekedi, ni de près, ni de loin, est associé à la mort de notre premier héros national. Ce qui a tué le premier ministre Lumumba, c'est son nationalisme à outrance. Chacun se rappelle que le 30 juin, Lumumba a prononcé un discours pathétique. Dérangeant aussi. Émancipateur. Oui, mais dérangeant aussi vis-à-vis des Belges et des Occidentaux. Il était tranchant, provocateur. Dans le contexte de l'époque où il menait le combat de la libération, il était tout à fait compréhensible qu'il tienne ce propos-là. Et malheureusement, ce discours a été l'élément déclencheur de la mort de Lumumba. Et vous vous rappelez que dans l'après-midi de ces jours-là, le roi avait décidé de quitter le Congo, de regagner la Belgique, parce qu'il était l'objet d'un affront. Et ensuite, vous savez, après que Lumumba a été révoqué illégalement, il y a eu dans cette ville M. Devlin, qui était le chef des postes de la CIA. Oui. Il y avait le colonel Marlière, qui était le chef de la sûreté belge. Et Lumumba a été isolé. Tout a été mis en œuvre pour sa perte. Et on l'a tué. Lorsque on révoque Lumumba le 5 septembre, Tshisekedi, c'est à peine il y a un mois qu'il vient de terminer les études et qu'il est à Lenda. Oui. En 1962. Voyez-vous, je parle de sa nomination comme recteur de Lenda. Oui. Donc, Tshisekedi vient à peine de terminer les études. Et ensuite, la décision d'arrêter un Premier ministre en fonction, de le revoquer, etc., ne peut pas relever d'un simple étudiant qui était Tshisekedi. À la conférence nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, Victor Lindaka, oui, a été on ne peut plus clair pour dire c'est de mauvaise foi et méchamment que l'on impute cette responsabilité à un jeune qui était Tshisekedi. Il faut poser la question au président de la République en exercice. Il faut poser la question au directeur de la Sûreté que j'étais. Tshisekedi n'a rien à voir. Ça a été donc la conférence nationale avait blanchi, avait dit des choses on ne peut plus clairement. Il y a eu une commission des assassinats
qui a examiné en fond cette question et est arrivé à la conclusion que Tshisekedi n'était pour rien. Il a été tué par les forces impérialistes, les forces étrangères qui étaient contre son nationalisme et qui pensaient qu'avec Lumumba, le Congo allait quitter le giron occidental pour se retrouver dans la sphère de pays sous la houlette de Moscou. Et voilà ce qui a été à la base de la mort de Lumumba. Vous vous rappelez, en août 1960, quand il effectue sa visite officielle aux États-Unis, le président Eisenhower avait demandé qu'il soit... la CIA avait organisé un empoisonnement à travers la dentifrice de Lumumba. Oui. Et donc, Lumumba est mort. Le nom du code de l'opération qui devait conduire à son assassinat, c'est Must Go, décidé à Washington. Et donc, Tshisekedi Etienne n'a rien à voir avec cette affaire. Revenons au Congo maintenant, Bruno Tshibala. Vous êtes en train de parler avec autorité sur Etienne Tshisekedi, mais à sa mort, beaucoup de débats autour des honneurs qu'on devait lui rendre, et surtout cette reconnaissance en tant que héros national. En quoi il a été reconnu grand cordon dans l'ordre de Lumumba Kabila. Maintenant, en quoi, selon vous, ces débats autour de Tshisekedi héros national doivent trouver son sens? Ceux qui ont fait des études littéraires comme moi, ils se rappellent des titres livres quand ils parlent des guerres puniques et au sujet d'Hannibal et d'Hamilcar. Ils étaient d'un courage exceptionnel, d'une opiniâtreté, d'une ténacité qui n'était pas compréhensible chez un être humain. Tshisekedi était et se retrouve dans ce logiciel. Opiniâtre courageux. Courageux, brave. Entrant le premier au front, il sortant le dernier. Ça, c'est Tshisekedi. Cet homme était d'un courage, d'une bravoure, d'une ténacité, d'une hardiesse que personnellement je n'ai pas retrouvé chez un autre homme parmi ceux que j'ai eu à fréquenter, mais parmi les compagnons qui étaient avec nous au front dans la lutte contre la dictature. Même parmi les 13 parlementaires. Il n'y en a pas eu. Vous n'avez qu'à m'interroger sur le parcours d'un de nous pour savoir que Tshisekedi était un homme exceptionnel. Et je vais illustrer cela par quelques exemples. Je ne parle pas de la création de l'UDPS, dont il est un des fondateurs. Mais vous vous rappelez qu'à l'époque, créer un parti d'opposition au moment où Mobutu déclamait que moi vivant, il n'y aurait jamais un deuxième parti. Oui. Ça relevait de l'audace, ça relevait d'une provocation et de quelque chose d'imaginable. Et c'est Tshisekedi, lorsque les 13, et d'autres experts parlementaires qui étaient relégués, et j'étais toujours en train de fuir ou de me cacher. Quand tout le monde revient en décembre de 1981, et Vundawe, premier commissaire d'État, vice-premier commissaire d'État chargé de l'Intérieur, et s'engage les discussions avec les 13 parlementaires. Vous savez qu'il avait été décidé à la création du parti, le 15 février 1982, que seuls les députés qui détiennent l'immunité parlementaire devaient signer, parce que les extra-parlementaires Mobutu concluraient facilement à un complot et pendiraient les gens, comme il a fait en 1966 avec les Cuba. D'où l'exclusion de certains comme vous. Tout à fait. Alors, c'est Etienne Tshisekedi qui dit « Il ne faut pas passer par nous vous demandons, nous croyons que maintenant, il faut l'informer. Il faut informer. Donc pas demander l'autorisation. Rien du tout. Il faut simplement l'informer. Et la formule était la suivante. Maintenant que nous avons recouvré notre liberté, avec des milliers de Congolais qui nous suivent, nous avons décidé de mettre sur pied un parti politique d'opposition dénommé l'UDPS et nous vous demandons de nous rencontrer pour formaliser les choses en vue des nouvelles élections dans le cadre du bipartisme. Vous comprenez? Information. Vous comprenez? Information. Alors, en 1983,
nous recevons ici une délégation de parlementaires, de congressmen américains. Des caucus. Avec, oui, caucus. Avec Solars, avec Simon et les autres, qui sont venus se rendre compte de la réalité de ce parti d'opposition dont on parle au Congo, l'UDPS, parce que Mobutu, partout où il passait, il disait qu'il était impossible et même impensable qu'un Congolais puisse penser à créer un autre parti. Tout le monde est membre du MPR. Et la rencontre a lieu à l'Inter le 11 août 1983. C'est un Tshisekedi habillé en costume, cravate, avec un galoula, les autres c'était là. Alors c'était interdit à l'époque de porter des costumes. Hein? C'était la Bacos qui était de rigueur. Qui était imposée aux Congolais. Et donc, nous nous sommes retrouvés à l'Intercontinental. Il y a eu discussion avec les congressmen américains. À la sortie, Tshisekedi a tenu un meeting pour dire aux gens que nos hôtes ont vu combien les Congolais ont adhéré massivement à ce deuxième parti qui est l'UDPS, et nous avons échangé un certain nombre d'informations. Maintenant, vous pouvez rentrer. Il y a eu attaque de la DSP. Ah, on vous a attaqué? Ah oui, à l'Inter. Il y a eu une attaque sanglante. Au moment où certains membres de la direction politique, donc de fondateurs, s'étaient déjà retirés. Ils étaient chez le président Tshisekedi, il habitait sur le boulevard. Oui. La DSP s'est mise à tirer, à enlever Étienne Tshisekedi et François Lusanga, qui ont été conduits au cachot souterrain au camp Tchachi. Battus, torturés. Ce jour-là. Visage tuméfié, yeux pleins de sang. C'est à 2h du matin, après qu'il y ait eu protestation des congressmen et bien évidemment de nous-mêmes, l'UDPS, que Étienne Tshisekedi et Lusanga sont jetés sur la rue à 2h du matin devant sa maison du boulevard. Et donc, comme par hasard, je suis en train de sortir de la maison où nous étions tous, oui. Et je vois une camionnette de DSP qui vient jeter 2 colis. Vous regardez Tshisekedi assommé, blessé sur tous les corps, du sang qui gisse de partout. Et faites attention car ça devient intéressant. Lorsque on l'amène à la maison, on lui demande, on essaie de s'apitoyer, il dit, il ne faut pas m'apitoyer sur mon sort. C'est le prix à payer pour que nous puissions recouvrer nos droits et nos libertés. S'il faut refaire, on refera, la lutte doit continuer et l'UDPS vaincra. Cette réponse d'un homme dans cet état-là révèle ce qu'a été la personnalité de Tshisekedi, un brave. Donc ce débat autour des héros nationaux doit trouver son sens, parce que certains disent il n'est pas mort d'une mort tragique, donc il ne peut pas être héros. Il y a eu des actions qu'il a fait dans sa vie, parfois qui sont contradictoires, donc ça ne peut pas, ça a atténué un tout petit peu son combat pendant tous ces temps. Mais vous dites, il faut revoir, il faut lui rétribuer ces distinctions à tout prix. Mais ceux qui le disent, comme je venais de le dire, ils n'ont pas été au fond avec Tshisekedi pour voir ce qu'a été le courage, la bravoure de cet homme. Je ne me limite pas là. Avant de répondre évidemment à cette question, en 1988, après que Tshisekedi ait été arrêté, après avoir défié publiquement Mobutu en tenant le meeting du 17 janvier 1988. C'est au mois de mars qu'il sera relégué d'abord à Dungu et puis à Monga dans la province de la province orientale, où il a cohabité avec les 1000 pattes. Ah oui? Les 1000 pattes qui allaient et retournaient. Donc c'était pas confortable là où il était? Non, mais il faut être Tshisekedi pour supporter tout cela. Alors, lors de son envoi, de son expédition à Dungu et puis à Monga, j'aurais voulu que le colonel pilote Mbo des forces armées congolaises soit en vie pour témoigner. Au cours du vol, dans les environs du lac, le moteur qui était en bon état de l'avion accuse des défaillances parce que l'autre moteur était bloqué.
le commandant Bo est obligé de retourner sur Kinshasa. Et il ne sait pas si l'avion va se poser. Et seul Tshisekedi est à bord de cet avion. Quand il pose l'avion à l'aéroport militaire de Ndili, le commandant Bo s'approche de Tshisekedi pour lui dire « Président, vous ne pouvez pas aller vous entendre avec le maréchal. Vous prenez des risques. Nous avons failli mourir. Est-ce que vous, je vous en supplie, vous ne pouvez pas aller voir le maréchal, vous entendre avec lui au lieu de risquer comme vous le faites là. » Et suivez sa réponse. Oui. Commandant, réparez le moteur et retournons. Nous allons atteindre Dungu sans problème. Il faut vous voulez remonter dans le même avion? Il demande au commandant qu'on répare le moteur et qu'il retourne à Dungu. Il faut être Tshisekedi. Pour vous dire que Tshisekedi, s'il était possible d'être désigné 2 fois héros national, j'aurais souhaité qu'on le fasse. Mais là, c'est le militant et le compagnon qui parlent. Non. Parce que j'étais au front avec cet homme. Je vous en donne des exemples. Tshisekedi, Étienne, mérite amplement, logiquement, d'être élevé au rang des héros national parce qu'il a pris tous les risques. Évidemment, il disait qu'il ne s'appartenait plus. Il est le patrimoine du peuple congolais. Et donc, il a pris tous les risques. Il a mené un combat sans merci pour que le peuple retrouve ses droits, ses libertés. Et donc, il mérite d'être élevé au rang de héros national. On est en direct avec Bruno Tshibala. Aujourd'hui, l'émission consistait à parler plus du parcours d'Étienne Tshisekedi et de vous-même à ses côtés en tant que compagnon qui le connaissait le mieux. Vous étiez l'un des derniers porte-parole du rassemblement parce que vous étiez à Genval. Vous vous considérez comment d'abord? Est-ce que vous êtes, comme on voit dans cette photo, l'homme dans la confidence qui maîtrisait mieux Étienne Tshisekedi et l'état dans lequel il est parti? Est-ce que vous êtes resté dans cette communion, dans cette comment dire, confidentialité, cette intimité? Est-ce que vous le pensez encore? Ah bien sûr, bien sûr. Vous vous rappelez Genval, c'est lui qui m'a fait venir à Genval et il m'a désigné président des travaux. D'abord la commission préparatoire, ensuite des travaux eux-mêmes. C'est sa décision. Il y avait un secrétaire général, je n'étais que secrétaire adjoint. C'est moi qui représentais l'UDPS et j'étais devenu membre du Conseil des sages pour représenter l'UDPS sur décision d'Étienne Tshisekedi. Et ensuite, il m'a nommé porte-parole du rassemblement que nous avons créé à la suite, la conférence de Genval. Et donc, je suis avec mon maître, toujours en communion d'esprit. La communion d'action a cessé avec sa disparition regrettable, mais je suis toujours en communion de pensée, d'esprit avec le maître, avec le président Étienne Tshisekedi. Et je rappelle que je suis à côté de lui pendant 36 ans, de 80 au 1er février 2017. Alors, on va mettre une virgule à cette émission, point virgule à cette émission maintenant. Et je vous demande de prendre rendez-vous avec les téléspectateurs pour que vous puissiez revenir une fois que vous aurez fait les remises et reprises avec celui qui a été nommé à votre poste. Et cette fois-là, on va faire un bilan de votre passage à la primature, mais aussi de l'avenir que vous voulez vous donner désormais pour ce parti que vous aimez tant, l'UDPS, mais également parler de tous les acteurs que vous avez connus, avec lesquels vous avez travaillé, notamment le chef d'État honoraire, Joseph Kabila, mais également l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais aussi vos camarades, vos compagnons, qui sont beaucoup en ce moment, certains sont de retour ici au Congo, pour baliser l'avenir de cette République. Est-ce que vous prenez ces rendez-vous avec ceux qui nous suivent? Je suis un homme de principes et de convictions, avec des idées sérieusement élaborées. C'est très jeune que je suis engagé en politique.
j'ai accepté le poste de Premier ministre à la suite d'un accord qui avait été validé par le président Étienne Tshisekedi. Et lui-même était devenu, en vertu de ces accords, président du Conseil du CNSA. Oui. Le gouvernement qui a été mis en place à la suite de ces accords avait 4 missions. Et la mission essentielle, la mission fondamentale, c'était l'organisation des élections apaisées. Et les signataires étaient malins parce qu'il y a une incise pour une alternance démocratique. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous avons fait. Non seulement on a organisé des élections dans un contexte difficile, sur fonds propres, une performance. Mais ces élections ont conduit à la première alternance historique de notre pays. Pacifique. Le 24 janvier, j'étais un homme comblé, parce que je voyais un président sortant, aux côtés d'un président entrant en fonction. Et donc, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis dit, la première mission qui était dévolue au gouvernement d'Union nationale a été accomplie. À la grande satisfaction, non seulement des acteurs, signataires de l'accord, et de ceux qui ont mis en œuvre cet accord, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. Cela s'est remarqué par la grande joie, la volupté qui s'est lisée dans la ville, qui s'est lisée dans le pays. Donc cette mission a été accomplie. La deuxième mission, c'était de stabiliser l'économie. De stabiliser le cadre macroéconomique du pays. Je prends un volet, la stabilisation du taux d'échange. Le franc congolais. Oui, du franc congolais. Oui. Pendant 2 ans, je n'ai pas vu un seul Congolais, un seul fonctionnaire, un seul membre des services de sécurité, un seul professeur d'université aller devant un bureau d'échange, y revenir parce qu'il y a dépréciation de la monnaie nationale par rapport au roi dollar. Alors, au contraire, le roi dollar a été obligé de courber les chines et donc de respecter le franc. Je me dis qu'avec cette stabilisation du cadre macroéconomique, le gouvernement avait accompli sa deuxième mission. Et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Nous nous apprêtons à faire la remise et reprise. Nous avons réalisé cet exploit pendant 2 ans, stabilisation du cadre macroéconomique du taux d'échange. La troisième mission consistait à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, des Congolais. Des efforts louables ont été menés, fournis, pour arriver plus ou moins à améliorer ces conditions de vie, de travail, de rémunération. Parce que c'est sous ce gouvernement, les professeurs d'université le reconnaissent, que leur rétribution, leur salaire, on connaît un grand bond en avant. Et par rapport à ce que ça a été. Vous étiez un homme de dialogue pendant tout ce temps, parce que vous recevez à chaque fois, quand il y avait nécessité, tous ceux qui demandaient à être reçus et entendus par le Premier ministre. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, toutes les tragédies sont possibles. Le dialogue, c'est un besoin d'écoute au fin d'enrichissement mutuel. Il y a des gens qui protestent, qui manifestent tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. En dialoguant, en expliquant, en faisant de la pédagogie, les fonctionnaires, les travailleurs, les autres finissent par comprendre. C'est ce que j'ai fait. Avec évidemment tous les membres du gouvernement qui sont compétents sectoriellement. Donc nous avons engagé le dialogue, nous avons tout fait. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que même si beaucoup reste pas faire, je remets le fanion à mon successeur, le professeur Ilunga, pour qu'il continue le combat. Mais nous avons dû faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous considérer comme un homme Je termine par dire qu'il y a eu la 4e mission, parce que c'était la 3e, c'était la sécurité. Oui. Il y avait les groupes armés qui pullulent à l'est, au centre du pays, Kamouina Sapou. Je peux dire que
pour ce qui est des Kamouina-Sapo, ils ont été démantelés et mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kamouina-Sapo, sauf les 2 experts de l'ONU qui ont été assassinés et pour lesquels nous sommes en train d'amplifier les enquêtes pour qu'il y ait un procès juste qui condamne. Il y avait les Pygmées dans le Tanganyika, et il y avait également à l'est Béni Boutembo. Est-ce que vous avez des résultats? Oui, au niveau de l'est, les groupes armés ont été réduits. Leur nocivité a été réduite totalement. Aujourd'hui, ils mènent une guerre asymétrique en se donnant à la coupure de routes, à l'enlèvement pour réclamer le rançon. J'étais à Ouvira, j'étais à Goma, etc. Je sais ce qui se passe là-bas. Donc les groupes armés ont été réduits. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la guérilla, c'est le vol du bétail, c'est quelques violences, etc. Mais nous avons réalisé des bons résultats. Des moments à l'autre, je crois que nous pouvons nous dire, mission accomplie, les groupes armés ont disparu de la partie. En définitive, qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes qui vous suivent, et ici et à travers le monde? Bruno Tshibala. Je leur dis comme Tshisekedi qui a incarné nos espoirs, nos rêves, nos combats, et il faut rester confiant à l'avenir. Nous venons de réaliser la première alternance démocratique, civilisée, pacifique. Et donc, nous ouvrons une nouvelle page de la stabilité, le raffermissement de la démocratie. Et comme disait Tshisekedi, la démocratie, c'est le socle du développement et du progrès social. Et nous pensons qu'avec cet affermissement de la démocratie, un président dont on pensait qu'il allait modifier la Constitution pour solliciter un 3e mandat, qui respecte la Constitution et qui accepte l'alternance, un nouveau président qui entre avec l'ambition d'améliorer le sort du pays, et tout va nous amener vers cette ambition d'être pays émergent à l'horizon 2030. Et vous avez un cœur léger, Bruno Tshibala. Très léger, et j'ai le sourire aux lèvres pour parler aux Congolais et leur dire: je fais ma part dans ce combat pour la survie, le devenir de la RDC. Il appartient aux autres de continuer. Je me mets à la réserve de la République. Merci beaucoup, Bruno Tshibala. L'émission est terminée. On a senti un homme franc, direct, avec ce parcours aux côtés de Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous êtes un homme libre qui a apporté à cette République ce que vous pouvez, dans la mesure du possible. Et vous êtes un homme léger que je demande de repartir. Merci. Avec beaucoup de satisfaction. Merci. À très bientôt, merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, merci beaucoup. Alors vous, je vous dis merci. Merci de cette attention soutenue que vous nous avez apportée depuis le début de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité à votre chaîne. Et vous comprenez très bien qu'ici, on crée l'événement. À chaque fois, très très prochainement, vous aurez une belle et grande surprise, ici même. À très bientôt. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.